Bonjour, vous vous souvenez, nous nous sommes arrêtés la dernière fois sur le fait que le comportement du patient pouvait s'expliquer par les motivations érotiques anales. Le discours par lequel le patient se débarrasse des contenus psychiques est vécu, nous dit Karl Abraham, comme semblable à l'exonération intestinale. Et c'est vrai pour tous les névrosés à érotisme anal marqué. Certains identifient même la libre association avec l'émission de gaz. Il s'agit de sujets qui parvenaient difficilement dans l'enfance à maîtriser leur sphincter et à déféquer régulièrement. Ils refusaient de s'exécuter à l'heure convenue pour agir selon leur humeur. Pour des motifs inconscients, ils se conduisent de la même façon à l'égard de la psychanalyse et donc du médecin. Victor Tosk a attiré l'attention sur le fait que les enfants aiment leurrer les adultes sur leurs exonérations. Apparemment, ils s'efforcent de satisfaire aux exigences de l'éducateur, mais l'évacuation n'a pas lieu. Tosk ajoute que c'est peut-être la première occasion où l'enfant peut remarquer la possibilité de leurrer l'adulte. Les névrosés dont il est question dans l'article d'Abraham ne disconviennent pas de cette préhistoire. Ils font un caprice de décider eux-mêmes si, quand et comment ils livreront le matériel psychique inconscient. Leur tendance à apporter en séance un matériel ordonné montre plus que le plaisir érotique anal d'ordonner et d'étiqueter. À cet endroit de son écrit, Abraham évoque Sigmund Freud et rappelle combien celui-ci insiste tout particulièrement sur l'identité inconsciente des selles et du cadeau. Les névrosés narcissiques à prédisposition anale marquée ont tendance à donner des cadeaux en place d'amour. Le transfert sur le médecin est incomplet chez ces patients, ils ne réussissent pas à se dépenser spontanément en libres associations. Aussi apportent-ils en remplacement des cadeaux aux médecins. Leurs contributions à la psychanalyse, préparées à domicile, sont soumises à la même valorisation narcissique que les produits du corps. Le contrôle exact exercé sur ce qu'ils donnent représente un avantage narcissique pour les patients. L'un de mes obsédés, écrit Abraham, était atteint de ruminations et de doutes obsédants. Il faisait de la psychanalyse elle-même, de sa méthode, de ses résultats, l'objet de ruminations et de doutes. Très dépendant de sa famille, il se tourmentait entre autres avec le doute de savoir qui avait raison, sa mère ou Freud. Pour améliorer sa constipation, sa mère, disait-il, lui avait souvent conseillé de ne pas rêver au cabinet, mais de ne penser qu'à la défécation. Freud préconisait la règle opposée, d'associer spontanément et qu'alors tout sortirait tout seul. Il fallut beaucoup de temps pour que le patient consentît à faire la psychanalyse, non point selon sa mère, mais selon Freud. Karl Abraham est vraiment fabuleux dans sa façon d'éclairer la clinique. Il va encore plus loin, je le cite. La tendance à l'épargne des névrosés érotiques anaux semble en contradiction avec le sacrifice matériel librement consenti pour un traitement qui traîne en longueur pour les motifs évoqués. Mais ce comportement s'explique par les raisons déjà mentionnées. Les patients sacrifient à leur narcissisme. Ils perdent trop facilement de vue le but du traitement de guérison de la névrose. Il doit y avoir quelque chose qui leur fait négliger les frais qu'ils font. Parodiant une vieille anecdote, on est tenté de dire que rien n'est trop coûteux pour leur narcissisme. Mais alors, où se trouve le trait de caractère de l'épargne? Eh bien, il est ailleurs. Les patients, nous dit Karl Abraham, économisent leur matériel inconscient. Ils s'adonnent par prédilection à l'attente qu'un jour tout sortira à la fois. Avec l'analyse, comme avec leur intestin, ils sont constipés. L'exonération doit réussir un jour, après un long sursis, avec une jouissance spéciale. Mais l'échéance est toujours reculée.
On comprend, comme le souligne Abraham, que l'analyse de ces patients donne lieu à de grandes difficultés. Leur apparente soumission cache leur résistance. Et il ne faut pas sous-estimer la tâche d'écarter une telle résistance. Il s'agit là d'une entreprise opposée au narcissisme du patient et donc à la force pulsionnelle contre laquelle notre activité thérapeutique a le plus de chances d'échouer. Je n'apprendrai donc rien aux gens expérimentés en disant que les cas que j'ai traités ne parvenaient pas à un résultat rapide. J'ajouterai d'ailleurs que je n'ai jamais pu parvenir à un résultat complet, mais à une amélioration précieuse et chez certains patients assez consistante. Mes expériences donnent une image plutôt défavorable des perspectives thérapeutiques. Lorsque je traitais les premiers cas de ce genre, je n'avais pas encore l'insight de la particularité de leur résistance. Il faut dire que le travail fondamental de Freud, qui nous a permis de comprendre le narcissisme, date de 1914. J'ai l'impression très nette que le dépassement de telles résistances narcissiques est devenu plus facile depuis que je peux montrer à mes patients, dès le début du traitement, le sens de leur résistance. Voilà quelque chose de capital sous la plume d'Abraham, qui ajoute: j'accorde beaucoup plus d'importance à l'analyse exhaustive du narcissisme des patients sous toutes ses formes, particulièrement dans ses relations avec le complexe paternel. Réussit-on à dépasser la fermeture narcissique des patients et c'est la même chose, à créer un transfert positif, alors les associations libres en présence du médecin parviennent à se faire. Au début, elles restent isolées, et puis avec la progression du processus décrit, elles se font plus abondantes. Si j'ai insisté initialement sur les difficultés du traitement, je voudrais, pour finir, mettre en garde contre l'impression qu'un pronostic défavorable par principe. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à intégrer les 3 volets de cette lecture abrégée de cet article que l'on doit à Karl Abraham. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.